à tous, moi je m'appelle Marie Wenzer, je suis la responsable des programmes de Ferme d'Avenir et je vous souhaite la bienvenue dans ce débat suite à la projection du film Kiss the Ground. On a à peu près 5000 personnes avec nous ce soir, donc c'est très enthousiasmant de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à l'agriculture régénérative. On est ce soir avec 4 intervenants, même 5. Donc on a Félix Noblia qui est paysan-chercheur sur la ferme de la Rousse et qui est le vice-président de Ferme d'Avenir. On a Benoît Lebaube qui est fondateur de la ferme de Cagnols et qui pratique le maraîchage sur sol vivant. On a Pamela Green et Darius Fisher qui sont tous les deux producteurs du film, qui sont américains mais qui parlent très bien français. Et on a Sophie Danlos qui est la directrice de Ferme d'Avenir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais un petit peu faire un tour de table et leur demander à chacun de se présenter très rapidement et demander ce qu'ils ont pensé du film. Donc, je vous propose de commencer avec Félix. Félix, est-ce que tu peux présenter ton travail sur la ferme de la Rousse et nous dire ce que tu as pensé du film? Je trouve que ce film est vraiment formidable. Mais d'ailleurs, bonsoir à tous. En fait, il résume parfaitement les enjeux auxquels on est confronté pour les 20 prochaines années et le potentiel de l'agriculture. On se bat depuis des années pour que ces choses-là soient reconnues de manière publique. Comment l'agriculture est la réponse et les agriculteurs sont les héros qui pourront sauver la planète demain face aux gros défis auxquels on est confronté tous, le dérèglement climatique. Moi, sur ma ferme, on fait de l'agriculture régénérative. On a de la grande culture, on a un peu de maraîchage, on a un atelier bovin. En pâturage tournant, ça ressemble un peu à ce que fait Guy Brand, mais sur une surface un peu plus petite. Et donc, beaucoup de la couverture végétale en permanence. On est labellisé en agriculture biologique. Et c'est toute cette complexité-là d'expérimentation, de compatibilité entre les systèmes AB et les systèmes grande culture avec peu ou pas de travail de sol. Super, merci beaucoup Félix. On reviendra un peu plus dans le détail de ce qu'on fait sur ta ferme. Je vais passer la parole à Benoît. Benoît, est-ce que tu peux nous présenter donc, ton travail sur la ferme de Cagnols et nous dire aussi ce que tu as pensé du film? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film parce que c'est des questions qui me paraissent essentielles depuis assez longtemps. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un sujet qui était en fait limité à vraiment très peu de gens. Et là, de voir une grosse production qui met un sujet aussi important et qui apporte des réponses, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, ça fait un peu partie du travail qu'on fait sur la ferme. Là, sur la ferme, moi, c'est une petite ferme de 13 hectares où on a 5 hectares de noyers, 2 hectares de vergers et du maraîchage sur sol vivant en agroforesterie ou en maraîchage. Et du coup, en fait, ce film, c'est un peu notre combat depuis, à moi et à plein d'autres, depuis longtemps en isolé. Et là, je suis vraiment très content d'avoir vu ce message porté à l'échelle planétaire, quoi. Super, merci beaucoup. Maintenant, je vais m'adresser à Pamela et Darius. Donc, déjà, je voulais vous remercier sincèrement parce que vous venez des États-Unis, donc vous êtes avec nous depuis loin, en décalage horaire. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir. Et donc, tous les deux, vous êtes coproducteurs du film. Vous avez participé à sa création. Et donc, je ne vais pas vous demander ce que vous avez pensé du film parce que je me doute que oui, il vous a plutôt plu. Mais je voulais que vous nous racontiez un petit peu sa genèse. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux veut prendre la parole en premier. Pamela, microphone. Micro. Oh, je suis désolée, j'ai oublié. Je dis que je parle un petit peu, mais je pense que c'est mieux que Darius parle plus de moi parce qu'il travaille à cet film pour 8 ans. Et pour moi, je connais les deux réalisateurs, Josh et Rebecca, beaucoup de temps. Et c'est des cinéastes vraiment incroyables qui font beaucoup de travail pour les environmental des films. Il a fait 14 films. Un, ça ouvert à Cannes, s'appelle The Big Fix. Mais cet film, c'est vraiment beaucoup de travail et tous les gens qui travaillent à ce film sont vraiment passionnés à ce sujet. Et OK, maintenant, Darius. Allez. Merci, Pamela. Alors, oui, c'est vrai, j'avais la première fois que j'ai entendu parler de la
potentiel du sol à être un puits de carbone. C'était il y a 9 ans. Alors, j'avais, pendant presque toute la vie adulte, mangé biologique, même quand j'ai vécu en France. Et c'était très rare en cette époque. Et intéressé à ce sujet de nourriture élevée naturellement, etc. Mais il y a 9 ans, après avoir fait plusieurs films avec Josh et Rebecca depuis 17 ans sur la pétroleum et l'énergie alternative, j'ai eu cette clé à voir que reverser les issues avec le climat, c'était possible avec le sol. Et c'était pour moi un coup de feu. J'étais très impassionné par ça et j'ai voulu faire un film là-dessus. J'étais un des fondateurs du organisation non lucrative de Kiss the Ground et aussi un producteur du film. Alors, les derniers 4-5 ans, j'ai travaillé seulement sur le film comme monteur et producteur. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Darius. Maintenant, je vais m'adresser donc à Sophie, qui est la directrice de Ferme d'Avenir, et je voulais que tu nous présentes Ferme d'Avenir très rapidement et aussi nous dire ce que tu avais pensé du film. Sophie, tu n'as pas activé ton micro. Ok. Donc Ferme d'Avenir, déjà, c'est une association qui existe depuis 2013. Notre raison d'être, c'est de créer des fermes agroécologiques partout en France. Donc, de faire en sorte que l'agroécologie, finalement, ça devienne le modèle dominant par rapport au fonctionnement d'avant qui est décrit dans le film. Et ça, très vite, justement, compte tenu des urgences qui sont vraiment mises en évidence aussi dans ce film. Donc, on accompagne la création de fermes avec des personnes qui souhaitent s'installer, on développe des programmes de formation, on cherche des financements pour que ces projets se développent. Et puis, on est aussi le porte-parole d'un réseau de 350 fermes qu'on a identifiées. Il y en a certainement plus en France qui sont justement très focalisées sur l'agroécologie, la permaculture, l'agriculture régénérative. Voilà. Et moi, je suis vraiment ravie qu'avec ce film-là, on arrive à rendre public un enjeu qui est finalement encore très confidentiel sur cette question de la vie des sols et de la séquestration du carbone. Et voilà, le fait que c'est vraiment un combat sur lequel on a besoin de mettre toutes nos énergies, quoi. Ton micro, Marion. Super, bah, c'est à mon tour de parler dans le vide en fait. Donc, je disais que je voulais revenir tout de suite à Pamela et Darius, parce que donc l'équipe du film a volontairement lancé le film partout dans le monde et permet beaucoup de rediffusions gratuites tout autour de la planète afin qu'un maximum de personnes le voient. Et donc, je me demandais, vous, aux États-Unis, comment il avait été accueilli, à la fois par le grand public, quel débat ça a généré auprès, voilà, surtout dans une période d'élection présidentielle sur les sujets environnementaux et agricoles, et aussi comment il a été accueilli par les agriculteurs. Donc ça, c'était ma première question. Et ensuite, dans le film, il cite évidemment 2 autres pays fortement émetteurs de carbone, à savoir la Chine et l'Inde. Et je me demandais si vous aviez des informations aussi sur comment il a été accueilli dans ces pays et si ça a déclenché des débats sur l'agriculture régénérative. Darius, tu veux que je commence et après tu finis? Oui. Ok. Vas-y. Moi, je pense que les gens aiment ce film beaucoup parce que les gens maintenant savent que nous devons faire quelque chose pour changer ce monde. L'objectif de le film, c'est pour éduquer et les gens le plus jeunes possible parce que nous devons changer ça avant que c'est plus tard. Et je pense que les agrégateurs dans les États-Unis adoraient le film, mais pas les politiques qui donnent le film. Et qui aime les politiques, hein? Nous pensons peut-être que M. Biden
il a vu ce film parce qu'il parle beaucoup de ce sujet. Et je pense aussi, si le président Trump vu ce film aussi, il peut-être aime le film parce que il y a des choses politiques, mais c'est neutre. Et je pense que le film, ça a commencé aux États-Unis et c'est une tournée à tout le monde. Et je pense qu'après, c'est allé à l'Inde, à Chine. Et doucement, pour les gens, pour voir ce film et changer l'histoire du monde avec ce film. C'est très important. OK, Dario, c'est yours. Alors, j'espère que Biden a vu le film. Je crois qu'il ne parle pas. Il parle plutôt en ce qui concerne le climat, du solar et wind, et pas de agriculture régénérative. Mais la discussion commence. On l'a envoyé à le gouverneur de Californie. Il a vu avec sa famille, aussi avec un petit film qu'on a fait sur les pesticides dans la région où on a fait le film, Ojai, California. Et il a presque immédiatement changé la police du Californie après avoir vu le film. C'était Rebecca, la directrice, et Josh qui a écrit, et on a envoyé une copie du film, des deux films, et en demandant d'arrêter de spray glyphosate, de mettre glyphosate. Épandre du glyphosate. Épandre glyphosate near, proche à les maisons, parce que les enfants, maintenant, l'école, c'est la maison durant la pandémie. Et il a changé la police du Californie pour arrêter d'épandre glyphosate à cause de cette lettre et d'avoir vu le film. Et aussi, il a changé la police de Californie pour encourager l'agriculture régénérative. Alors, ça a eu une influence. Là, je ne sais pas, en ce qui concerne les deux candidats présidentiels, ça c'est une discussion, c'est très difficile à vraiment, pour eux, on va parler de tous les issues importants dans la pandémie, mais espérons, enfin, je crois que c'est les gens qui doivent faire ces changements. Bien sûr, ça serait très utile d'avoir les politiciens, les lois et l'argent qui supporte ça dans l'avenir plus, et j'espère que ça va se passer. En ce qui concerne la Chine, je travaille beaucoup avec John Liu, qui est dans le film, qui est le fondateur des camps de restauration écosystème. Alors, en ce qui concerne la Chine, c'est une situation où il y a les deux choses en même temps. Il y a, enfin, les Chinois ont beaucoup d'expertise en ce qui concerne la restauration des écosystèmes énormes. Et je travaille avec lui pour exporter ça et faire ça. On a maintenant 37 camps d'écosystème restauration et ça continue à doubler. Et aux Indes aussi, il y a plein d'activités en ce qui concerne l'agriculture régénérative avec plein de leaders qui fait ça. Et après le film a été released, c'était numéro 1 sur Twitter. Aux Indes, c'était Kiss the Ground. Alors, je crois qu'il pourrait avoir beaucoup plus grande réception et ça va exploser, je crois. Ah, c'est super. Bon, ben, on compte sur tous les spectateurs qu'on a en ce moment. On en a plus de 200 sur Zoom et plusieurs centaines sur Facebook. Donc, on compte sur vous pour tweeter et pour que Kiss the Ground devienne aussi le hashtag
numéro 1 en France. Bon, étant donné l'annonce qu'on a eue il y a 1 heure, ça m'étonnerait qu'on y arrive, mais on peut toujours tenter. Donc, ma prochaine question sera pour Sophie, à nouveau. Je me demandais à quelles difficultés étaient confrontés les agriculteurs dans leur changement de pratique et comment les aider dans leur transition. Moi, ce dont je peux témoigner par rapport à Darius et Pamela, c'est plutôt ce que j'observe au niveau de la France. Il y a 3 difficultés majeures aujourd'hui pour amorcer cette transition. La première, c'est l'accès à la connaissance. Ensuite, c'est le financement. Et ensuite, c'est la psychologie. La partie connaissance, c'est en fait, on le voit dans le film, pour réussir à transformer son système de production, il faut réussir à comprendre les mécanismes du vivant, à comprendre son sol, à comprendre comment fonctionne la biodiversité. Et ça, c'est des choses que les agriculteurs ont un peu perdues parce qu'on les a habitués à fonctionner avec des béquilles de la chimie ou une béquille de la génétique. Donc, c'est assez compliqué finalement de réapprendre tout ça et ce n'est pas forcément ce qui est le plus explicité dans les formations agricoles aujourd'hui. La deuxième chose au niveau des connaissances, c'est que les fermes qui sont en avance sur ces pratiques-là sont des fermes pionnières et qui sont souvent des fermes qui ne font pas beaucoup de bruit. Ce sont des fermes qui n'ont pas le temps ni de formaliser ce qu'elles ont découvert, ni de le transmettre aux autres agriculteurs. Ou alors, ce sont des fermes expérimentales qui vont être suivies par des organismes de recherche, mais le produit de la recherche, finalement, n'est pas forcément bien marketé, pas forcément bien diffusé, pas forcément très digeste. Donc, il y a un vrai savoir dans des fermes pionnières, mais qui a du mal à se diffuser largement. Sur la partie du financement, la problématique aujourd'hui, c'est que ce sont les agriculteurs qui prennent le risque et qui financent le risque de la transition. Donc s'il y a de moindres rendements, il y a de moindres revenus et il y a toute une phase d'adaptation du système de production qui est à la charge des agriculteurs. Et puis, on a aussi des systèmes qui parfois sont complètement verrouillés parce que les agriculteurs ont des contrats avec des coopératives, avec de l'industrie agroalimentaire, sont coincés aussi par des prêts bancaires très lourds et du coup, ils ont complètement perdu la maîtrise de leur système. Et donc, dans ces cas-là, parfois, il faut vraiment engager des vraies ruptures sur le système de production et l'agriculteur ne peut pas forcément le faire tout seul. Et puis, le dernier obstacle, c'est vraiment le mental. Parce que pour changer ses pratiques à ce point, ça nécessite d'avoir vraiment un moral d'acier pour résister à la critique, résister au jugement des autres, au jugement des voisins, des autres agriculteurs du village, au jugement du père parfois quand on a repris une exploitation agricole. Jugement aussi des conseillers agricoles qui viennent vous expliquer quoi faire, quoi mettre à quel moment sur votre récolte, sans quoi vous allez perdre des rendements. Et donc, porter un autre regard sur la vie des sols alors qu'on laboure depuis 30 ans et faire face à cette résistance-là, il faut vraiment avoir une capacité à changer qui n'est pas forcément simple. Et donc, il y a des solutions. Hein. Tu disais, Marion, comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs? Alors, on peut aider par des financements. La PAC, la politique agricole commune, devrait permettre ces changements-là. Donc, ce n'est pas forcément bien parti là, dans les négociations de la nouvelle PAC, mais on va dire qu'elles n'ont pas encore totalement abouti. Il existe aussi des fonds d'investissement à impact qui commencent à émerger, ça vient tout doucement, pour justement prendre une part à cette gestion de risque. Et puis, il y a également des dispositifs de paiement pour services environnementaux qui sont apportés par les agriculteurs, qui permettraient par exemple de financer ce carbone qui est séquestré par ces héros de l'agriculture dont parlait Félix et qui peuvent être aussi des façons d'amorcer la pompe. Et puis, le numérique aussi. Le numérique au service de la transition des compétences, ça peut être aussi un super levier pour faciliter justement la diffusion de ces savoirs et on y travaille, on prépare une plateforme numérique justement pour l'année prochaine sur ce plan-là. Merci beaucoup, Sophie. Maintenant, on va un petit peu tendre le micro à nos 2 agriculteurs qui sont avec nous ce soir, parce que c'est quand même vous, comme le disait Félix, qui êtes les héros de ces pratiques-là. Donc, je vais me tourner en premier vers Félix, donc, qui est le vice-président de Fermes d'Avenir. Donc, dans le film, ils mettent bien l'accent sur les techniques de culture et de pâture pour séquestrer le carbone et le fait que le pâturage fasse partie intégrante du cycle du carbone, ce qui est assez controversé parce que comme on entend tous beaucoup parler et on a eu beaucoup de questions là-dessus dans les commentaires, on sait que l'élevage et notre trop grande consommation de viande sont des postes importants d'émissions carbone.
et donc ont une grande responsabilité dans le changement climatique. Donc, je voulais savoir, Félix, si tu pouvais nous éclairer sur ce sujet, nous présenter le pâturage tournant dynamique que tu pratiques sur ta ferme et dont on a un bel exemple dans le film. Merci, je vais clore le débat assez rapidement. En fait, la question de l'élevage, elle n'est pas très compliquée, c'est-à-dire que des herbivores, ça mange de l'herbe. Et donc, dès qu'on commence à mettre des herbivores à l'herbe, les externalités des systèmes ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, il y a plusieurs façons de mettre des herbivores à l'herbe. Soit c'est des élevages extensifs, soit c'est des élevages gérés en pâturage tournant. L'objectif, c'est ce que vous avez pu comprendre dans ce film, c'est que c'est de produire de la biomasse. Il y a une des questions qui dit, le plus simple, ce serait de virer les prairies, mais de mettre de la forêt à la place. Et en fait, pas du tout. Le plus simple, c'est de produire un maximum de biomasse à l'hectare en produisant de l'alimentation. Et aujourd'hui, si les journalistes prenaient des études scientifiques, ils pourraient faire la différence entre les modèles d'élevage. Donc, est-ce que vous avez un modèle d'élevage qui améliore la planète, donc des systèmes de pâturage tournant comme fait Guy Brown, ou est-ce que vous avez des modèles d'élevage qui l'abîment, comme les feedlots? C'est juste la différence entre les deux. C'est comme si on vous dit, vous déplacez, c'est mauvais pour la planète, et que vous mettez dans le même sac l'aviation d'affaires et la marche à pied. En fait, la question, ce n'est pas l'élevage, la question, c'est le modèle. Et donc, c'est juste ça le problème, en fait. Voilà. Je peux expliquer un peu plus, si vous voulez, ce que c'est le pâturage tournant. Oui, je pense que ça peut être intéressant que tu refasses un petit topo sur le concept général, parce qu'il y a des gens... Le concept général, c'est que et je veux bien aussi que tu expliques, toi, comment tu le fais sur ta ferme. Il y avait notamment une super vidéo brute que tu avais tournée, donc réexpliquer en 1 minute ou 2 ce système-là. En gros, le pâturage tournant, c'est on prend des animaux qui pourraient être dans une prairie en train de se promener de manière très aléatoire sur une grande parcelle. On les rassemble pour les faire se déplacer sur des toutes petites parcelles. Et on les déplace super souvent. En ce moment, on ne les a pas très loin de la ferme, on les déplace à peu près 4 fois par jour. Ça nous prend 4 fois 10 minutes. Mais elles ont tout le temps de l'herbe fraîche à manger. Et en ayant tout le temps de l'herbe fraîche à manger, elles ne font pas caca sur l'herbe qu'elles vont manger, elles ne sont pas en train de se promener, et donc elles sont tout le temps en train d'avoir exactement le régime alimentaire qui leur convient. Vous pouvez regarder des vidéos de troupeaux africains. Les troupeaux africains, elles ne sont pas réparties, une vache par-ci, une vache par-là. C'est un troupeau de buffles qui est tout ensemble. Vous avez 4000 bêtes qui sont ensemble. Et en fait, le but, c'est de revenir sur les systèmes de fonctionnement du mimétisme naturel. Et dès qu'on va revenir sur des fonctionnements naturels, les animaux vont être en bonne santé. S'ils vont être en bonne santé, ils vont faire quoi? Ils vont amener de la viande qui va rendre les gens aussi en bonne santé. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment on évite au maximum les gaz à effet de serre, notamment le méthane, et comment le bilan global de la ferme est positif. C'est-à-dire comment on va stocker du carbone dans les sols en grande quantité. Et donc, pour stocker du carbone dans les sols en grande quantité, il faut que la ferme stocke plus de carbone qu'elle en émette. Et ça, on sait mesurer tout ça aujourd'hui et on arrive à des très très bonnes performances sur les systèmes d'élevage et mieux que sur les systèmes de grande culture parce que du coup l'élevage en fait permet de boucler la boucle. Il y a des choses qui se passent au niveau des bactéries, au niveau des champignons du sol, des choses qui sont passionnantes et qui souvent en parlent un petit peu. C'est tellement technique que c'est compliqué d'expliquer tout ça au grand public, mais toutes les études scientifiques existent et manger de la viande en fait c'est pas du tout mauvais pour la planète. La question c'est quelle viande vous mangez. C'est juste ça le problème. Et donc, aujourd'hui, rien n'est fait pour que le consommateur puisse avoir l'info de la viande qu'il va pouvoir manger. Aux États-Unis, les labels grass beef commencent à exister. En France, on n'en parle pas. On est en train de les créer. C'est que le début. Aujourd'hui, on sait aujourd'hui préserver la planète avec de l'élevage. C'est génial. Merci. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre agroécologie, agriculture de conservation et agriculture régénérative? Parce qu'en fait, maintenant, il y a tellement de termes, permaculture aussi, dont on ne sait même plus exactement quelles pratiques sont derrière quels termes. C'est un peu compliqué cette question-là. L'agroécologie, pour moi, c'est répondre aux enjeux. Je vais définir du coup chaque mot, mais l'agroécologie, c'est répondre aux enjeux qui vont être améliorer la biodiversité, stocker du carbone dans les sols, préserver la ressource en eau et amener de la santé dans les assiettes. Ça, avec 2 volets essentiels qui viennent au-dessus de tout ça, c'est faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de leur métier et faire en sorte qu'on soit socialement équitable. Donc, c'est en gros mélanger, et ça peut se faire que par de l'agronomie, mélanger agronomie, économie et écologie.
Ensuite, sur la question de l'agriculture régénérative, c'est pas compliqué. C'est on prend un système dans un état, on l'amène dans un état meilleur que ce qu'il était avant de le prendre. Donc on peut englober tout le reste dedans. L'agriculture de conservation des sols, c'est plutôt une appellation qui est utilisée par des techniques spécifiques de non-travail de sol, donc no-till aux États-Unis, et nous, semi-direct, sous couvert en France, et donc faire des couvertures végétales dans lesquelles on va venir semer nos cultures. Et après, dans les questions, tant que j'ai la main, il y avait deux questions aussi, du coup, c'était comment on peut faire du... Ouais. Non, Oui. mais soit tu les poses maintenant, soit on y répondra après. Comme... Très rapide. Comment on peut faire du lobbying pour l'agriculture qui va dans les bonnes directions? En gros, commencer à vous investir dans les objectifs politiques, en politique. Aujourd'hui, la campagne régionale va commencer à démarrer. Rapprochez-vous des partis qui vous plaisent le plus, portez ces sujets-là. Et la deuxième question, c'est combien de pourcentage de terre en France on a en agriculture de conservation? Il y a à peu près 16 000 agriculteurs, entre 16 et 20 000 agriculteurs qui font de la conservation des sols, et c'est que le début. Voilà. Et pour favoriser la conversion des agriculteurs existants, il faut des mécanismes incitatifs. Et aujourd'hui, ils n'y sont pas. Voilà. Et la nouvelle PAC, c'est en gros, on va mettre des contraintes supplémentaires sans mécanisme incitatif. Voilà. Merci beaucoup, Félix. Merci, maintenant, Marion. je vais passer la parole à Benoît. Donc, Benoît, de ton côté, tu pratiques le maraîchage sur sol vivant sur la ferme de Cagnols. Et donc, je voulais que tu nous présentes un peu ce mode de culture et ses avantages pour les sols dans un contexte de maraîchage. Alors, le maraîchage sur sol vivant, c'est un maraîchage qui va plutôt avoir tendance à se calquer sur les mécanismes naturels. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai l'impression que en tous les cas depuis la Révolution verte, la logique dominante quand on fait pousser une plante, et les plantes maraîchères sont des plantes très exigeantes, c'est d'apporter à la plante tout ce qu'elle a besoin. Et alors qu'en maraîchage sur sol vivant, on va avoir une logique un petit peu inversée qui consiste à dire l'important c'est d'avoir un bon sol, et quand le sol va être vivant, en fait, toutes les plantes poussent bien dans un bon sol, parce qu'en fait, une plante, elle est programmée pour bien pousser, quoi. Et donc, voilà un petit peu le changement de paradigme, c'est juste d'essayer de copier ce que fait la nature, et la nature, elle le fait depuis des millions d'années, ça marche très bien, et là, on a voulu changer de truc, et ça marche moins bien. Et dans le concret, ça se concrétise comment? On ne travaille plus les sols, nous, en maraîchage sur sol vivant, parce que travailler le sol, ça bouleverse un petit peu la vie de toutes les bébêtes, ça fait rentrer de l'air dans le sol, c'est pas très bon, ça expose le sol aux UV du soleil, ça fait dégazer le carbone qu'il y a dans le sol, et tout ça, c'est pas bon pour la fertilité des sols, et c'est pas bon non plus pour le climat, entre guillemets. Et donc, du coup, on va plutôt récupérer des déchets de notre société, des déchets carbonés. Alors maintenant, avec les plateformes de recyclage, c'est assez facile de récupérer. Par exemple, nous, on récupère beaucoup du broyat de déchets verts. On récupère aussi des balayures, c'est des déchets de scierie. À un moment, on a récupéré même les déchets du collège qui est auquel on livre les légumes. Et ces matières organiques, on va les mettre sur le sol. Et si on les dépose sur le sol, on va avoir toute l'activité biologique de notre sol qui va manger cette matière organique, et ça va structurer le sol, ça va stocker du carbone, et dans ce sol-là, en fait, toutes les plantes poussent très bien, quoi. Et en termes de séquestration de carbone, moi, je suis sur la ferme là depuis 13 ans. Quand je suis arrivé au début, on a fait des analyses de sol et on avait 1,4 de matière organique dans nos sols. Là, on a refait des analyses de sol, on était à plus de 8%. Donc, j'ai calculé à l'hectare, ça fait qu'on a séquestré sur un hectare l'équivalent de 500 tonnes de carbone en 10 ans. Et là, c'est des chiffres. C'est très impressionnant. Et là, ça donne un exemple concret, chiffré, de l'impact que ça peut avoir, et juste sur une petite ferme de 13 hectares, comme tu le disais. Donc, on imagine un peu l'impact que ça pourrait avoir si une majorité des agriculteurs en France étaient en conservation des sols. C'est très impressionnant. Et dans le film, Benoît, ils mettent aussi l'accent sur le fait qu'une plus grande diversification de cultures, c'est un facteur clé de résilience économique. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, toi, sur ta ferme ?
Bah là, en maraîchage bio, en vente directe, on est forcément très diversifié. Donc là, même nous, on est plutôt des fois à s'apercevoir qu'on est tellement diversifié que des fois, ce n'est pas intéressant économiquement d'être aussi diversifié. Vous cultivez combien de variétés, par exemple? Entre les légumes, les aromatiques, on va être à plus de 50, 60 variétés. Plus après, nous, en plus, on a planté les arbres d'abord et on est venu mettre du maraîchage entre les arbres. Donc, en plus, on a plein de fruitiers, plus d'autres arbustes qu'on a mis pour faire de la biodiversité. Donc, vraiment, en termes de diversité, nous, le problème, c'est qu'on a poussé trop loin la biodiversité, peut-être au préjudice de l'aspect un petit peu économique, quoi. Mais par contre, oui, sur l'argument de tout à l'heure, je disais, on a séquestré du carbone sur nos sols, on a plus de matière organique, et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'au début, on était parti de sols qui étaient pas assez fertiles, entre guillemets, pour faire du maraîchage. Et maintenant, nos sols sont tellement fertiles que les légumes poussent très bien et vraiment en quantité vraiment abondante. Et un argument récurrent de l'agro-industrie qui dit en bio, vous produirez jamais assez pour nourrir la planète, eh ben, c'est quel bio? Et en fait, dès qu'on commence à respecter les cycles naturels et à remettre du carbone dans les cycles, au niveau de la production, il n'y a vraiment plus aucun problème. Moi, je vois tout ce qu'on arrive à produire ici. Notre problème, c'est vraiment les débouchés. Ok. Et à ce sujet, je voulais vous préciser que Benoît, il a une super chaîne YouTube où il fait plein de vidéos pour sa ferme. Il a notamment fait une vidéo où il présente 3 patates douces différentes qui ont 3 modes de production différents, qui est hyper intéressante. Donc, je vous invite tous à aller regarder. Donc, on va commencer à passer aux questions des spectateurs, parce qu'il y en a plein et elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et il y a notamment Nicolas qui m'a écrit cet après-midi avec une première question et qui me disait que les projets de régénération des sols aux États-Unis ou au Brésil, ça concernait des grandes superficies. Et donc, il me demandait s'il existait en France un regroupement d'agriculteurs ou une association qui voulait s'unir pour opérer des changements et des transformations au niveau de l'agriculture de conservation, par exemple, ou même d'autres pratiques agroécologiques et qui représentent des superficies importantes. Donc ça, c'est peut-être une question pour Sophie, un petit peu pour parler de ce qu'on fait chez Fermes d'Avenir et du réseau des fermes d'avenir. Et puis peut-être que Benoît et Félix, vous êtes chacun en lien avec des associations respectives sur, je pense au réseau MSV ou peut-être à d'autres réseaux, Félix, soit que tu dois connaître. Donc je ne sais pas lequel de vous trois préfère prendre la parole en premier. Alors, je peux commencer. Au niveau de Fermes d'Avenir, en fait, on ne va pas représenter des surfaces énormes parce que historiquement, le réseau il est surtout constitué par des fermes maraîchères et souvent des petites fermes. Et notamment parce que les candidats à l'installation qui ne sont pas issus du monde agricole vont souvent s'installer sur des petites surfaces. Donc, ce que l'on organise, nous, c'est plutôt une animation au niveau de ces fermes-là. Et on les mobilise régulièrement quand on organise des formations théoriques ou des formations pratiques pour des personnes qui veulent s'installer, où on va documenter la façon dont ces fermes fonctionnent et comment elles arrivent à concilier des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Par contre, peut-être Félix, tu peux parler de ce qui se fait au niveau de la Nouvelle-Aquitaine sur le programme Agro, qui regroupe justement des agriculteurs sur ces bonnes pratiques. Alors, il y a plusieurs initiatives en France qui vont dans le sens de la conservation des sols. Alors, avant toute chose, j'aimerais quand même éviter les parallèles entre la conservation des sols à la sauce américaine et la conservation des sols à la sauce française. C'est-à-dire qu'à la sauce américaine, il faut différencier conservation des sols et semi-direct. C'est-à-dire que soit vous faites du semi-direct avec du glyphosate en très très grande quantité, soit vous faites de la conservation des sols, comme ce que fait Guy Brown ou plein d'autres Américains, avec une utilisation très parcimonieuse de la chimie. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose d'essentiel de faire cette différence-là. C'est-à-dire, est-ce que vous faites des couverts végétaux dans lesquels vous allez venir semer et vous allez piloter les repousses d'herbes avec soit du mécanique, soit de la chimie en très faible quantité, ou est-ce que vous balancez 14 litres de glyphosate à l'hectare comme ce qui se passe en Amérique du Sud? Ce n'est pas du tout les mêmes agricultures. Et à chaque fois qu'on fait des amalgames dans la manière de produire entre les deux, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, en France, il existe plusieurs associations qui bossent dans le bon sens. Donc, il y a l'APAD, qui est l'association pour une agriculture durable. Il y a le réseau BASE, qui fédère aussi 3000 agriculteurs, si je ne me trompe pas. Ensuite, avec le programme agro,
on fait vraiment un super boulot, c'est-à-dire qu'on identifie toutes les fermes pilotes qui vont qui sont les pionniers en agroécologie. Et du coup, on établit des référentiels de performance sur ces fermes-là qui sont après diffusés dans tous les réseaux et disponibles pour qui le veut. Donc ça, c'est porté par l'Association française d'agroforesterie. Ensuite, il y a l'association PADV qui travaille plutôt sur les questions aval, mais dans le but de valoriser aussi les produits de conservation des sols. Aujourd'hui, le terrain se prend en main. Et quelque chose de très nouveau, le ministre de l'Agriculture français actuel. Donc, alors, je vous remercie d'avoir parlé de Stéphane Le Foll, qui a porté un combat vraiment, vraiment essentiel sur le 4 pour 1000. Vraiment, voilà, merci de l'avoir mis dans ce film. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et voilà, super. Et par contre, le nouveau ministre de l'Agriculture a aussi dit aujourd'hui qu'il ne fallait plus opposer l'agriculture et l'environnement et qu'il fallait porter cette dynamique de conservation des sols au centre des préoccupations pour stocker du carbone. Peut-être, Benoît, tu as des choses à rajouter? Non, je crois que tu as fait le tour de... Moi, je connais rien de plus. Ok, super. Écoutez, il y a plusieurs autres questions intéressantes. Il y a notamment une question pour Sophie. Est-ce que l'agritourisme peut aider le financement des fermes régénératives en France? On a quelques fermes qui font pas en tant qu'activité principale, mais on en a quelques-unes qui proposent du tourisme. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, la partie tourisme, mais du coup, tu as des éléments que tu veux préciser là-dessus, Sophie? Ouais, je dirais que sur le principe de diversifier ses sources de revenus, c'est un peu comme diversifier ses cultures et donc les rendements qu'il peut y avoir sur chacune des productions. C'est toujours sain. Après, je ne suis pas sûre que le tourisme en tant que tel soit forcément la solution, qu'il faille forcément l'inclure systématiquement. Après, je n'ai pas de données sur la quantité, voilà, sur le pourcentage de fermes qui fonctionnent avec du tourisme en particulier. Il y a des fermes qui développent aussi des activités de formation, justement parce que quand elles mettent en place des pratiques innovantes, comme ce qu'on a pu voir ce soir, eh bien, elles essayent aussi de transmettre ces savoirs en accueillant des stagiaires pour diffuser les connaissances. Donc, c'est, je dirais, au moins aussi intéressant que de développer des activités d'agri-tourisme. Tout à fait. Moi, j'ai une autre question d'une personne sur Facebook pour Benoît. Il demande concrètement comment on rend le sol plus vivant. Qu'est-ce qu'on met pour couvrir le sol? Et surtout, est-ce que du coup, toute cette matière organique que vous rajoutez, est-ce que ça coûte cher? Et comment vous faites pour vous fournir en matière organique? Alors nous, on met toutes les matières organiques qu'on peut récupérer et surtout si elles ne coûtent pas cher. Et pour le moment, ça ne coûte pas cher et c'est vraiment abondant. Dans les matières organiques, c'est souvent, en fait, il faut toujours qu'il y ait quand même pas mal de carbone dans les matières organiques. Si on met 20 cm de tonte de gazon, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience ou même des fois, quand on fait un compost avec les déchets de cuisine, c'est souvent des matières avec beaucoup de sucre, d'azote et ça fait des fois des espèces de pourriture et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, on veut mettre de la matière qui nourrisse notre sol, mais pas qui fasse une espèce de liquide visqueux qui vienne boucher toutes les pores du sol. Donc, toutes les matières organiques sont bonnes et surtout si elles sont carbonées, qu'il y a du bois, de la paille, des feuilles. Et là, moi, je le vois sur les plateformes où on récupère en fait les déchets verts de tous les habitants du canton, voire plus que du canton, et ben, la ressource est relativement abondante et pour le moment, il y a de la ressource et du coup, tous les déchets de nos sociétés, tant qu'on ne les aura pas tous recyclés sur des fermes, il y a encore de la matière, quoi. Et on enfouit encore beaucoup de matière organique, quoi. Donc, il y a déjà beaucoup de matière à réaiguiller pour pas qu'elle parte à l'enfouissement parce que c'est vraiment dommage de gaspiller des ressources comme ça. Et sur 13 hectares, tu saurais estimer à peu près quelle quantité ça représente?
Ben, en fait, dès qu'on met à peu près 10 cm de broyade déchets verts, c'est-à-dire avec pas mal de bois sur un sol, c'est à peu près ce qu'il faut d'énergie pour relancer une machine. Donc après, une fois que la machine est relancée, on peut partir sur un cycle d'auto-fertilité avec des couverts végétaux, etc. Mais si on veut toujours plus de fertilité et qu'il y a de la ressource abondante, on peut en mettre beaucoup. Et nous, on en a mis vraiment beaucoup, quoi. Et ça marche toujours mieux, quoi. Donc après, c'est juste que tant qu'il y en a, ben, faut la prendre. Et puis dès qu'il y en aura moins, ben, on va se la partager, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc, quoi. Et tu arrives à en produire un petit peu sur ta ferme, à être un petit peu autonome sur une petite partie de la quantité que tu utilises? Ben, on fait pas mal de couverts végétaux parce qu'on comprend bien que là, nous, on a bénéficié de beaucoup de matière et qu'elle était abondante et qu'à un moment, c'est pas, si on voit la quantité de déchets qu'on peut avoir sur la France, on voit très bien que toutes les fermes ne peuvent pas mettre les mêmes quantités qu'on a mises. Donc, nous, on essaye beaucoup de faire des couverts végétaux pour déjà avoir qu'à semer la matière organique et qu'elle pousse sur place et pour en fait simplifier au maximum le travail. Et du coup, on expérimente pas mal là-dedans et il y a des bons résultats et je pense que c'est l'avenir. Mais ça, c'est la deuxième phase, c'est l'auto-fertilité du système. Mais au début, en maraîchage, pour relancer un système, ben, l'apport de matière organique, c'est vraiment ce qui fait que ça va décoller rapidement. Et si ça décolle pas rapidement, ça va être difficile, quoi, de vivre, quoi, économiquement, quoi. Et vu que toi, tu es en bio, j'imagine que tu dois faire attention à la qualité de la matière organique que tu apportes. Est-ce que il faut que ce soit forcément bio? Ou en tout cas, comment tu fais pour garantir la qualité de ce que tu vas mettre? Enfin, est-ce qu'il y a des problématiques autour de ça? Bah, dans les composts, dans les broyades déchets verts qu'on récupère, il y a souvent pas mal de déchets plastiques qu'on a, nous, à devoir trier. Mais cette matière-là, c'est exactement la même avec laquelle ils font des composts certifiés AB. Après, le seul truc qui est interdit dans le cahier des charges bio, c'est vraiment toutes les stations de tri qui mélangent les déchets verts au bout de station d'épuration. Ça, c'est interdit dans le règlement AB. Mais à part ces plateformes-là, sinon, de toute façon, ils font pas il y a quelques analyses sur quelques métaux lourds qu'ils pourraient avoir sur certains produits. En fait, les composts sont des fois, de temps en temps, ils font des analyses sur les métaux lourds, mais ils font jamais des tests sur tous les molécules chimiques de synthèse qu'on a balancées, et encore moins en plus, c'est est-ce que dans le débat sur la pollution, c'est est-ce que j'ai des polluants dans ma matière organique, après est-ce que j'ai des polluants dans mon sol, comment ils se comportent, et après est-ce qu'ils arrivent dans mon légume, quoi. Et là et ben là, il faudrait tout un travail de recherche pour aller apporter des réponses à ces questions. Et là, clairement, il n'y en a pas. Je les ai cherchés et je ne les ai pas eus. Ok. J'ai une question pour Félix. Qu'est-ce que tu penses des systèmes de polyculture élevage pratiqués par exemple en biodynamie? Félix, tu es avec nous? Peut-être que tu n'as pas désactivé ton micro. Exactement. Alors, les questions de polyculture et élevage en biodynamie, déjà la question c'est qu'est-ce que ça veut dire biodynamie? Biodynamie aujourd'hui c'est quelque chose d'un peu complexe, c'est-à-dire que c'est des process qui sont liés à des techniques ancestrales qui font des choses qui se passent sur les plantes, sur les sols, tout ça, et qu'on a beaucoup de mal à expliquer scientifiquement. Il y a des choses très très bien qui se passent, mais comme c'est difficile à expliquer scientifiquement, c'est très compliqué à transposer et à expliquer. La question essentielle, c'est la polyculture, élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Benoît explique qu'il ramène beaucoup de matière organique. La question, c'est pour transposer ça sur 25 millions d'hectares en France, comment on fait? C'est-à-dire qu'on n'a pas cette matière organique, elle n'existe pas. Faire ça sur une toute petite surface, c'est très facile. Enfin, c'est pas très facile, c'est complexe, mais on peut aller chercher les déchets verts de la déchetterie d'à côté, tout ça. Quand on doit faire ça sur des très grandes surfaces, on ne peut pas amener 13 cm de carbone sur le sol. Ils n'existent pas. Donc, il faut le produire sur place. Donc, le produire sur place, ça veut dire comment on augmente la quantité de biomasse produite
à l'hectare. Et en fait, le seul enjeu qui doit être l'enjeu de la politique agricole de demain, c'est comment produire un maximum de biomasse à l'hectare, mais sans utiliser d'azote de synthèse. Parce que l'azote de synthèse crée du protoxyde d'azote, et ce protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus réchauffant que le CO2, et ça reste très longtemps dans la haute atmosphère. En fait, c'est ça qui est complexe. Donc, comment on crée un maximum de biomasse? Pour créer un maximum de biomasse, il faut que ce soit des principes de sol vivant, avec des questions de bactéries, et avec, malheureusement, pour ceux qui ça ne plaît pas, de l'élevage. C'est-à-dire que l'élevage permet d'exploser la fertilité du cycle. Aujourd'hui, sans élevage, c'est très, très, très compliqué de faire en sorte que la fertilité revienne dans les agrosystèmes. Les systèmes bio, aujourd'hui, dès qu'on travaille le sol, on a de l'érosion. Dès qu'on a de l'érosion, il faut remettre cette fertilité-là. Soit on la met avec du carbone, soit on la met avec des couverts et avec de l'élevage pour recycler plus vite ce truc-là. Et aujourd'hui, toute la fertilité bio, ça va être des fientes, ça va être des sous-produits de l'élevage. Et on a un très, 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 très gros sujet de recherche aujourd'hui, c'est comment on recrée de la fertilité sur les champs. Et c'est ce que vous avez montré sur ce qui se passe en Chine, c'est comment on lutte contre le désert par la maîtrise de l'eau, par la maîtrise des plantes, par la maîtrise des populations qui vont utiliser cet écosystème. Et en fait, c'est ça qui est passionnant. Pour lutter contre le désert, on sait faire aujourd'hui, on sait faire reverdir les agrosystèmes. Mais pour ça, c'est à la fois la population, à la fois la gestion de l'élevage, enfin, ce que fait le Savory Institute, Alain Savory, ben c'est génial sur les écosystèmes. Enfin, le pâturage tournant permet de faire revivre et de régénérer le système, c'est-à-dire qu'on crée des quantités énormes d'exudats racinaires, tout le carbone liquide qui est injecté dans le sol, qui crée là vous avez dit dans le film, vous avez expliqué que le champignon vient en symbiose avec la racine et qui crée une colle. Et cette colle, vous avez mis le nom, mais vous ne l'avez pas cité, c'est la glomaline. C'est le pilier du stockage carbone dans les sols. Et aujourd'hui, pour améliorer le sol, il faut de l'élevage parce que l'élevage permet d'accélérer le système. Et c'est ça qui est passionnant. Sinon, il faut ramener la fertilité d'ailleurs. Mais la fertilité d'ailleurs, on ne peut pas faire sur des très grandes surfaces. Voilà. Et donc, tu as parlé de l'agriculture et du futur de l'agriculture. Là, on est en plein dedans, étant donné qu'on discute de l'avenir de la PAC. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous faites, vous et toi notamment Félix, qui a des activités politiques, et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là pour promouvoir ce type d'agriculture? Et également, quelle part de l'agriculture est incluse dans le plan de relance, et est-ce que ça va dans le bon sens, et est-ce que ça va assez loin? Donc, c'est petit point politique. J'ai le droit d'utiliser le joker. Oui. Alors, non, qui veut se positionner sur cette question? Non, mais c'est pas ça, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, la PAC, elle est négociée avec des éco-régimes où 20% du premier pilier va basculer sur les éco-régimes. Ces éco-régimes-là, en gros, ça veut dire que vous allez dire aux agriculteurs qui sont déjà dans une situation économique extrêmement complexe, vous allez devoir faire mieux avec des contraintes environnementales supplémentaires sans aucun accompagnement supplémentaire financier. Aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'en gros, on prend des mécaniques qui vont être encore des mécaniques de contraintes et pas des mécaniques incitatives. Les agriculteurs, il va falloir les inciter à changer de pratique. Pour les inciter à changer de pratique, ça pourra marcher si on amène de la rémunération supplémentaire pour les services écosystémiques. Cette rémunération supplémentaire, elle peut être sur la captation de carbone. Mais il va falloir qu'il y ait un supplément par rapport à... Ils sont déjà dans une situation compliquée financièrement. Comment vous voulez changer? Comment ces gens-là, vous allez leur donner envie de changer? Vous allez faire quoi? Vous allez leur mettre juste une contrainte supplémentaire. En ce moment, les Français sont assez doués pour accepter les contraintes, mais du coup, c'est quoi la suite, quoi? Et ça peut changer. Le plan de relance, moi, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que quand l'Europe qui vote un Green Deal et que derrière, ils votent la PAC qui ne va pas permettre de résoudre les objectifs du Green Deal, voilà, ça pourrait marcher, mais il faut changer. Il faut sortir l'alimentation des accords de libre-échange. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à l'échelle politique, mais ce n'est pas du tout dans l'ère du temps actuel. C'est pour ça, engagez-vous tous en politique et défendez vos convictions. Voilà. Bon, on fera un petit point de toute façon à la fin de la soirée sur ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, tous les jours pour aider les agriculteurs et faciliter ce type d'agriculture. Parce qu'il est déjà 22h, bientôt 20, et même si on a tous envie de parler de ces sujets-là pendant des heures, je ne veux pas non plus vous monopoliser trop longtemps.
Il y a plusieurs, moi personnellement, chiffres qui m'ont marqué dans le film, notamment le fait qu'il y ait plus de micro-organismes dans un gramme de sol que d'humains sur la planète. Ça, je trouve que c'est assez incroyable, cette phrase. Ça laisse imaginer l'extrême complexité de cet écosystème qu'on méconnaît. Et un autre chiffre qui m'a marqué, c'est quand ils disent que 20 civilisations ont disparu dans l'histoire de l'humanité à cause des impacts de l'agriculture sur l'environnement et qu'il nous reste en gros 60 récoltes avant de voir les impacts majeurs du changement climatique et de la dégradation des sols sur nos écosystèmes et donc sur la productivité de l'agriculture. Et du coup, je me disais, c'est quand même des chiffres qui font un peu peur. Est-ce que vous, en tant que conférencier expert de ces sujets-là, vous êtes positif sur votre capacité à régénérer les sols et les écosystèmes et à promouvoir ces nouvelles pratiques agricoles? Et donc, voilà, c'était un petit peu votre petite conclusion personnelle et votre petit bilan que j'espère positif sur ce débat. Qui veut se positionner en premier? Ouais, en fait, par rapport à ta question, Marion, on peut être à la fois extrêmement lucide et positif parce qu'en fait, on n'a pas tellement d'autre choix que de mettre tous les efforts en œuvre pour agir chacun à notre niveau. Alors, nous, Ferme d'Avenir, en tant qu'association militante, les agriculteurs pionniers comme Benoît et Félix pour témoigner de ce qu'ils font ou s'engager en politique encore plus pour faire bouger les lignes. Mais voilà, je pense que soit on se tire une balle tout de suite, soit on est dans l'action. Et moi, ce film me donne d'autant plus d'énergie pour continuer à faire notre action Ferme d'Avenir. Et avec aussi plein d'autres structures, parce que j'ai vu pas mal de questions aussi dans la liste sous l'angle, pourquoi est-ce que vous ne rassemblez pas tous vos moyens entre la FAF, pour une agriculture du vivant, voire les chambres d'agriculture? Oui, effectivement, on est dans cette dynamique de mobiliser tous les efforts possibles. Je crois qu'on n'est plus dans les débats idéologiques qu'il y a pu y avoir chez ces associations un peu militantes. On est vraiment très rassemblés sur les résultats qu'on vise aujourd'hui. Et voilà, et donc il faut y aller. Et moi, je reste positive sur le fait que dans 60 récoltes, on ait réussi à transformer le système. Darius, tu veux dire un petit mot? Vous tous parlez tellement vite, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français, mais je crois que j'ai compris la question. C'était si je suis positif. Oui, je suis très positif et j'essaie de même pas trop penser de la politique parce que c'est les gens qui, je crois, c'est au niveau des racines que l'échange arrive. Et par exemple, Ecosystem Restoration Camps, c'est une idée qui pourrait changer le monde et accélérer cette chose. Et comme Sophie a dit, on n'a pas un choix. Qu'est-ce qu'on peut faire autre de régénérer les sols de la Terre et créer beaucoup plus de biomasse, biodiversité? On est tous morts si on ne fait pas ça. Il faut qu'on fasse ça. Alors, j'ai plein d'espères d'optimisme qu'on va réussir. Benoît? Moi, d'un point de vue agronomique, je suis très optimiste parce que si on regarde comment une plante pousse, comment fonctionne un sol, c'est juste magique. Et techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les filières, il y a des pionniers qui ont développé des techniques qui fonctionnent pour régénérer les sols dans toutes les filières d'agriculture. Donc ça, c'est vraiment techniquement, il n'y a plus de problème. La seule question, c'est comment on fait pour que politiquement, ça advienne. Et là, question positive, de l'optimisme ou pas, j'ai l'impression qu'on est un peu comme dans la tragédie grecque au dernier moment. Et puis, on va voir ce que l'humanité fera. Moi, je voudrais remercier Darius pour ce film.
parce que comment on fait aujourd'hui? On fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on fait de la communication sur ce sujet-là. Et si ce film raconte tout, explique tout. C'est pédagogiquement, on peut pas mieux faire pour expliquer ce sujet-là au grand public. Et aujourd'hui, c'est comment on diffuse cette information-là. C'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire, nous, on le sait qu'il faut faire de la biomasse, on le sait qu'il faut des systèmes agronomiquement performants avec de l'agroforesterie, avec, on sait ça, on le vit au quotidien. On est les premiers écolos de France à construire ça sur nos fermes. Et maintenant, comment on explique que ces modèles-là existent et comment on explique qu'on sait faire et comment le grand public prend connaissance de tout ça aussi. Ça ne peut pas reposer sur les épaules du consommateur. Les politiques, on commence à comprendre ces enjeux-là. Mais l'histoire des 60 récoltes, les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire qui aujourd'hui se rend compte que la production alimentaire mondiale va baisser de 15% par degré supplémentaire qu'on va prendre. Qui se rend compte que cette chose-là, ce dérèglement climatique, si on ne le règle pas, va entraîner des centaines de millions de morts dans les années qui arrivent. Enfin, les troubles sociaux qui vont en découler vont être colossaux, c'est que le début. C'est-à-dire que là, le blé est en train d'augmenter. Enfin, la production alimentaire mondiale va forcément baisser. Et donc, forcément, on va dans une situation dramatique. Et on a la solution. Et à part communiquer, faire des films comme ça, j'aurais rêvé de faire ce film. Et tu l'as fait et il est sorti. Ça faisait 1 an que j'essayais de voir qui pouvait faire ça, qui pouvait trouver des financements. Et on voit débarquer Kiss the Ground. Mais yes, voilà, embrasser le sol, c'est génial, 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 génial. Merci, merci. Voilà. Merci Félix, ton enthousiasme fait vraiment plaisir à voir. Je suis très contente que le film t'ait autant plu et il nous a tous beaucoup plu. Et je voudrais juste faire une petite précision sur ce que tu as dit. Le changement ne peut pas venir des citoyens ou des consommateurs. Moi, je dirais il ne peut pas seulement venir d'eux, effectivement, mais il peut quand même un petit peu venir d'eux aussi. Évidemment, et parce que on a beaucoup de questions de gens qui nous disent comment on peut soutenir les agriculteurs, comment on peut soutenir Fermes d'Avenir. Et nous, une réponse qu'on donne souvent, c'est Fermes d'Avenir, c'est vous le pouvez déjà parce que vous votez 3 fois par jour. À chaque fois que vous mangez, en fait, vous votez pour le type d'agriculture que vous voulez promouvoir. Donc, on vous invite évidemment à choisir des produits bio, locaux, de saison, en circuit court pour votre alimentation. Vous pouvez regarder sur notre site internet, il y a la cartographie des fermes d'avenir sur laquelle vous pouvez trouver des producteurs près de chez vous. Donc, on rajoute des fermes toutes les semaines sur notre cartographie. Et je vous l'enverrai demain par email si vous voulez pour y avoir accès. Vous pouvez aussi financer des agriculteurs sur Bluebees. Bluebees, c'est une plateforme de financement participative dédiée à des projets d'alimentation et d'agriculture durable. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez prêter ou donner de l'argent à des agriculteurs qui mettent en place des projets vertueux. Donc, ça peut être financer une ferme ou un magasin de producteurs ou un nouveau atelier de transformation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a lancé une cagnotte pour financer les activités de Fermes d'Avenir et certains programmes comme le programme Compagnonnage qui forme des compagnons français, des compagnons réfugiés au maraîchage agroécologique partout en France. Et donc, vous pouvez retrouver le lien vers la cagnotte sur notre site internet. Et donc ça, pareil, c'est effectivement une action que vous pouvez faire pour que on puisse avancer et promouvoir ce type d'agriculture. Et encore une fois, si vous voulez aussi nous aider à financer nos activités et nous permettre de continuer à organiser des belles soirées comme ce soir pour sensibiliser un max de personnes, organiser des débats, organiser des projections de films, mais que vous avez peu de moyens, on a lancé une opération avec Selectra, le fournisseur d'énergie et de gaz renouvelable ILEC, qui vous permet en fait de signer un contrat donc chez ILEC, un fournisseur d'énergie renouvelable, et une partie de votre facture servira à financer les programmes de Fermes d'Avenir. Donc, non seulement vous participez à l'accélération de la transition énergétique, mais en plus, vous pouvez financer nos programmes sans que ça vous coûte 1 euro. Donc, voilà, c'est des petits tuyaux que je vous donne pour à la fois changer vos pratiques de consommation et financer des projets vertueux qui vont dans le bon sens. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Merci de votre générosité.
Et puis, vous pouvez retrouver tous nos programmes et toute la soirée sur notre site fermedavenir.org. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à dire, un petit coucou, un petit au revoir? C'était Merci encore Marion pour merci. ton animation. Merci à tous. Et puis, encore une fois, je vous enverrai à tous un lien demain avec le site pour revoir le film. Vous avez 48 heures pour le voir. Donc, c'est un lien sur Vimeo avec le mot de passe Viva, V-I-V-A. Vous pourrez tous le voir. Je vous enverrai un mail. Je vous enverrai aussi le lien pour revoir le débat sur notre page YouTube et sur Facebook. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.